Alors, nous allons parler de l'entrée de Saturne en Verseau avec sa conjonction avec Jupiter et Pluton, une configuration qui ne s'est pas produite depuis la Renaissance, donc théoriquement c'est une bonne nouvelle, puisque la Renaissance était une période magnifique. C'est le printemps, et tout à l'heure j'ai cherché l'origine de la phrase « Aucune armée en marche ne pourra arrêter le printemps ». Et puis je me suis aperçu qu'apparemment elle n'existait pas. J'ai fait un mélange de, je crois, aucun pouvoir sur Terre ne saurait empêcher une idée dont l'heure est venue, ça c'est Victor Hugo. Et puis ils pourront couper, etc., mais personne ne pourra empêcher le printemps de venir. Ça c'est un autre poète dont j'ai oublié le nom. En tout cas, voilà. Aucune armée, j'ai envie d'écrire virgule en marche, hein, une petite allusion, aucune armée virgule en marche, virgule, ne pourra arrêter le printemps, et j'ai envie de dire le printemps des peuples, puisque le printemps arabe avait éclos en 2012, et puis Saturne, le père castrateur, a repris le pouvoir sur ça. Comme en 1848, au moment du printemps des peuples, on est dans un cycle de Neptune de 164 ans, avec le réveil de l'âme des peuples, et bien en 1848, Napoléon III, la bourgeoisie, le conformisme, la banque au pouvoir, avait repris le pouvoir et exilé les poètes, Victor Hugo, puisque le pouvoir jupitérien, Jupiter avait enchaîné Prométhée, et exilé Apollon, son fils, dieu des poètes, parce que Apollon avait fait une conjuration avec d'autres dieux contre l'excès de pouvoir de Jupiter, contre l'ordre de Jupiter. Donc nous rentrons dans l'ère des Verseaux. J'en profite pour parler d'un livre extraordinaire, Les Enfants du Verseau de Marilyn Ferguson, qui a été un best-seller, publié, vous voyez, chez Calman Levy. Il est sorti en 80 à peu près. Elle cite Edgar Morin, elle cite Nikos Kazantzakis. C'est extraordinaire ce livre-là. C'est la parfaite synthèse entre une culture classique et la culture du monde qui vient. Ça a été vraiment un livre extraordinaire. Je vous le conseille, Les Enfants du Verseau, si on le trouve encore un petit peu. Chaque livre dit des vérités extraordinaires. Mais aujourd'hui, donc, il y a Saturne en Verseau. Depuis le 22 mars, en plein dans le durcissement des mesures par rapport à cette pandémie. Et la question, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça révèle. Notre président a dit nous sommes en guerre, mais une guerre, ça se déclare, mais ça se prépare aussi. Ça se prépare malgré nous, mais ça se prépare aussi avec des gens qui ont intérêt à ce que le monde soit en guerre. Et une fois qu'on est en guerre, eh bien, puisque nous sommes en guerre, préparons la paix, puisque la paix ne saurait tarder à revenir une fois que eh bien, ce confinement sera fini. Préparons la paix, préparons la renaissance. Saturne en Verseau. Saturne, le père qui casse son père, qui dévore ses enfants, et le Verseau qui est le signe des révolutions, de la fraternité, des utopies, des idéaux, des changements à grande échelle, aussi de l'individualité, de l'aventurier, du génie, mais aussi des grandes foules. Et donc il y a Saturne qui rentre en Verseau, c'est-à-dire le père castrateur, enfin, le père dévorateur, puisqu'il dévore ses enfants, Saturne, et le dieu castrateur de son père, qui va castrer donc Uranus. Et Saturne qui rentre en Verseau, c'est extrêmement symbolique de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que donc c'est l'ancien ordre, le père, le faucheur, qui va brider l'esprit du Verseau, c'est-à-dire l'esprit de la fraternité, de la révolution pacifique, d'imaginer un nouveau monde,
de l'innovation, de l'auto-organisation, parce que le Verseau, c'est symbolisé par l'ange en astronomie, hein. Pardon, c'est symbolisé par l'ange, pas en astronomie, c'est symbolisé par l'ange dans les 4 évangiles, Saint Matthieu, et l'ange qui correspond au Verseau. En face, on a le lion, et puis dans l'autre axe, on a le scorpion, ou l'aigle qui correspond à Saint Jean, hein, qui était l'ancien signe du scorpion, et de l'autre côté, on a le taureau de Saint Luc. Donc le Verseau, il est associé à l'ange. Mais attention, ce n'est pas uniquement un signe positif. Tout signe a une polarité positive et négative. Parce que le Verseau, c'est aussi le paradoxe, comme Saturne, mais encore plus fort peut-être chez le Verseau, parce qu'il y a cette idée d'être un ange, et qui veut faire l'ange fait la bête. Il y a le risque dans le Verseau de remplacer une dictature par une autre dictature, dans le but, soi-disant, évidemment non exprimé, de libérer toute une population. Et ça, c'est extrêmement clair quand on voit depuis quand les grandes révolutions ont commencé à advenir à l'échelle planétaire. Eh bien, en gros, c'est depuis la Révolution américaine, 1776, et la Révolution française, 1789. Et entre les deux, il y a Uranus, 1783, qui est découverte par Herschel, je crois. Bref, Uranus qui est la planète qui règne sur le Verseau. Et le problème de beaucoup de révolutions et de beaucoup de révolutionnaires, c'est qu'ils remplacent une dictature par une autre dictature, se disant pour libérer la population. La Révolution française s'était vite transformée en terreur, et ensuite dans le règne de Napoléon Ier. On a revu ça en 1848, avec la Seconde République, et puis ensuite Napoléon III. La Révolution américaine a chassé les Britanniques, mais derrière, on voit bien que c'est une oligarchie avec des énormes pouvoirs financiers. Quiconque se balade dans les downtowns aux États-Unis, dans les quartiers financiers, voilà, il suffit de regarder quelles sont les plus grandes tours. Ce sont des tours de banque, et voilà, c'est la finance qui mène le monde, hein. Bon. Donc la Révolution française, la Révolution américaine. Quand d'autres ont vu effectivement que les révolutions, se disant pour les populations, ne donnaient pas des révolutions de la population, et bien, ils ont imaginé renverser les groupes qui avaient pris le pouvoir, c'est-à-dire la révolution bourgeoise. Donc cette révolution bourgeoise, Marx, Engels ou d'autres ont dit, eh bien, on va faire une révolution du prolétariat, on va faire une révolution des travailleurs, et on va même instaurer une dictature du prolétariat. Donc vous voyez, la Révolution française ou la Révolution américaine, qui sont des révolutions bourgeoises, même si les sans-culottes sont allés se faire tuer, hein, eh bien, on dit, on va vous libérer de l'ancien ordre, de l'ordre aristocratique, de l'ordre clérical. À la place, on met un ordre bourgeois, un ordre des marchands, c'est le troisième ordre typique des sociétés, hein, le religieux, l'aristocratique ou le guerrier, et le marchand. Ces révolutions marchandes amènent finalement à d'autres oppressions ou à des républiques qui ne sont pas vraiment démocratiques et qui continuent à régner sur les populations, à les faire travailler comme des esclaves. Et donc il y a l'idée, on va faire une autre révolution qui sera la révolution du peuple. Mais le problème, c'est que derrière, on le voit bien avec la révolution soviétique, avec le maoïsme, avec Pol Pot, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres dictatures et des oppressions qui sont absolument terribles, avec des millions et des millions de morts et aucune liberté. Donc ça, c'est encore une autre utopie du Verseau. La première utopie du Verseau, c'est on va changer, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme qui va libérer l'homme, hein. Voilà, il va y avoir le trickle-down effect, la fontaine de champagne, l'argent qui retombe sur les plus pauvres à partir des plus riches.
Ça n'a pas eu lieu. Contre cette révolution bourgeoise et cette dictature de la finance, ces républiques financières, etc., révolution marxiste, qu'est-ce que ça donne? La dictature du prolétariat, en fait, qui n'est pas le prolétariat, hein, mais évidemment des oligarchies, mais ça n'aurait pas été mieux avec une dictature du prolétariat, parce que personne n'a à faire une dictature, hein, personne. Et du coup, ça donne l'enfer sur terre de la Russie stalinienne, hein, de l'URSS, de Mao, de Pol Pot, etc., avec des génocides. En parallèle de ces révolutions communistes, marxistes, qu'est-ce qu'on a eu? Une autre utopie terrible qui prétendait nous libérer, eh bien, c'est le fascisme. Contre l'international socialiste, eh bien, les national-socialismes, et là aussi, qu'est-ce qu'il nous disait, le fascisme? On va vous libérer, eh bien, de l'ancien régime, évidemment, ça c'était déjà fait. On va vous libérer du capitalisme, on va vous libérer du communisme. C'est ça que promettaient les fascistes, Hitler, Mussolini, Franco, etc. C'est ça. On va vous protéger des autres. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette configuration, ce triangle infernal, avec d'un côté le grand capitalisme qui se présente comme le garant de la démocratie par le libre-échange, hein, l'Europe qui nous a protégés, qui nous protège de la guerre, parce qu'évidemment la Deuxième Guerre mondiale c'était les peuples qui l'ont fait. Hein. Bon, on sait bien que non, pas plus que la Première Guerre mondiale. C'est la volonté impérialiste de Napoléon III, de Bismarck, qui débouche sur du 168, qui redébouche ensuite, hein, par vengeance, par revanche, 1914-1918, qui redébouche encore sur 39-45, hein, le diktat de Versailles, etc. Voilà. Et tout ça, c'est qui? Ce sont des chefs d'État impérialistes, quel que soit leur nom, quel que soit leur titre, qui entraînent les gens dans la guerre. C'est pas les peuples qui sont allés, qui ont pris leur pioche, leur pelle ou leur faucille ou leur marteau pour aller s'entretuer pendant les guerres mondiales. Hein. Ce sont bien évidemment des fous qui ont manipulé les peuples par leur visée délirante, expansionniste, et en les mettant sous hypnose, en les manipulant, par la pauvreté aussi, avec la crise au milieu entre 14-18 et 39-45, avec la crise qui avait mis tout le monde à genoux et créé des conditions de souffrance terribles, avec une exacerbation après tous les morts, tous les deuils de la Première Guerre mondiale. Et bien on a jeté les peuples encore les uns contre les autres. Voilà. Et donc, la révolution bourgeoise avec le libéralisme, le fascisme, le communisme, et aujourd'hui le communautarisme religieux, l'idée de revenir au temps du prophète, ou de redevenir des juifs orthodoxes, ou des chrétiens radicaux, ou des bouddhistes, ou des hindous, comme avec Modi, ou avec la junte en Birmanie. Eh bien, tout ce communautarisme, comme le fascisme, comme le libéralisme, comme le communisme, ce sont les utopies de l'ère du Verseau, qui sont extrêmement dangereuses, où on prétend libérer l'humanité, mais où derrière on lui met une autre dictature avec des foules sans visage. On veut faire l'ange et on fait la bête parce que c'est le cerveau qui devient fou. Jamais le monde n'a été aussi rationnel, aussi rationalisé, et jamais il n'a été aussi fou. Et si vous regardez les plus grandes utopies, les plus grandes folies, c'était des choses qui marchaient parfaitement d'un point de vue rationnel. Le matérialisme scientifique, rationaliste de Marx, le libéralisme et le capitalisme, hein, avec les calculs de Adam Smith, etc. Le fascisme avec sa théorie des races, les échafaudages prophétologiques des religions, avec l'interprétation parfaitement huilée des textes sacrés, voilà. Comme a dit, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'était Chesterton, hein, le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a arrêté d'écouter l'intuition, on a arrêté d'écouter la voix des mythes, etc., hein, qui s'opposent à un logos qui n'est plus un logos, mais qui est devenu un nomos, c'est-à-dire
Le nomos, c'est la loi, tandis que le logos, c'est la parole, c'est la connaissance, une parole raisonnable, mais qui résonne aussi avec le monde, hein, qui est en résonance. Tandis que le nomos, économos, la loi, hein, aujourd'hui, on croit que c'est du logos, mais en fait c'est du nomos. C'est une parole qui est uniquement une parole rationnelle, mais dure, de science dure, sans aucune empathie, et qui derrière met une loi. Bien, on va y revenir.